C'est un véritable bonheur pour nous de vous retrouver dans l'Afrique en mouvement. Avec vous, nous allons découvrir à travers ce rendez-vous les initiatives qui témoignent de l'Afrique résiliente et innovante, ce continent qui bouge. Le point de l'actu, la première partie reviendra sur les principales informations de la semaine et le best-of vous proposera un bout de nos différentes émissions. Ce sont là les points majeurs de cette production consacrée à l'actualité africaine. Ouvrons tout de suite avec le Sénégal. Je vous le disais, au Sénégal, le collège d'Ararama a été inauguré le jeudi dernier à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale Dakar. L'infrastructure a été financée par la fondation BMCE Bank à hauteur d'1 million d'euros, soit un peu plus d'un demi-milliard de francs CFA. L'établissement d'excellence pour jeunes filles allie enseignement classique et scientifique, enseignement coranique, le tout selon la tradition sénégalaise. Nos reporters Daouda Sow et Sanoussi Sané étaient à l'inauguration. Suivons. Le collège franco-arabe d'Ararama, l'infrastructure de 3 hectares, 6 au pôle urbain de Diamniadio, a été inaugurée par le président sénégalais Macky Sall et Othman Benjelloun, le président de BMCE Bank of Africa. Dans cette école, toute neuve, les cours débutent dès le mois de novembre. L'établissement sera un collège d'excellence exclusivement dédié aux jeunes filles. De 24 filles, vous pourrez déjà passer à 48 dès la première année, ce qui pourrait être également une très bonne chose. 48 élèves filles en classe de 6e qui constitueront la première promotion du collège. Un joyau, fruit d'une belle coopération bilatérale entre le Sénégal et le Maroc. En effet, le collège a vu le jour grâce à un partenariat scellé en 2014 entre la Fondation Servir le Sénégal et la Fondation BMCE, Banque pour l'éducation et l'environnement, d'où la présence remarquée des dirigeants de BMCE Bank of Africa. L'éducation est le socle d'une spiritualité parce que les liens spirituels sont très probablement les liens les plus pérennes et très probablement expliquent la longévité et l'indéfectibilité de la relation maroco-sénégalaise. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale a été pointé du doigt dans une affaire d'erreur flagrante dans des livres scolaires destinés aux élèves des classes de CP1 et CP2. Des fautes reconnues par l'entreprise éditrice qui a été sommée par le gouvernement ivoirien de reprendre l'impression de ces manuels fortement critiqués sur les réseaux sociaux et très mal appréciés par la communauté éducative ainsi que des parents d'élèves. Les détails avec nos reporters Melber Chelkofi et Ferdinand Kwakou. L'année scolaire 2019-2020 a démarré en Côte d'Ivoire avec quelques tumultes pour cause la présence constatée de quelques fautes dans les livrets d'exercices intitulés « Mon cahier quotidien, revue et corrigé » pour les classes des cours préparatoires première et deuxième année, version 2019 des éditions NEI-SEDA. Des coquilles qui se seraient glissées dans les livrets d'exercices incriminés au moment de leur réimpression par la maison d'édition, mais fortement critiquées sur leurs réseaux sociaux. Les clients en parlent et même dans les journaux, certains journaux en ont parlé, nous disent qu'il y a des erreurs dans les livres. Bon, en ce moment, nous, on n'avait pas fait la remarque parce qu'en tant que commerçant, notre premier objectif, c'est avoir nos produits et les vendre. Restons dans le secteur de l'éducation, mais cette fois à Rabat, au Maroc. Le centre Mohamed V dédié à la nouvelle génération offre aux jeunes âgés entre 13 et 18 ans une occasion de réinsertion dans le système éducatif et scolaire par le biais d'une formation professionnelle et d'un suivi rigoureux. Suivons le récit de Noah Bazir. C'est une deuxième chance qui est offerte aux jeunes qui ne sont pas scolarisés ou à ceux qui ont abandonné leurs études. À Rabat, au centre Mohamed V dédié à la nouvelle génération, les jeunes âgés entre 13 et 18 ans ont une chance de réinsertion dans le système éducatif et scolaire par le biais d'une formation professionnelle et d'un suivi rigoureux. Les bénéficiaires sont soit les jeunes non scolarisés ou ceux ayant été déscolarisés. Et nous avons préparé un programme éducatif et pédagogique leur permettant une mise à niveau éducative, incluant les langues étrangères ainsi que l'arabe et l'amazigh.
Le programme leur permettra d'acquérir des outils et des compétences précieux dans la vie. Esthétique, cosmétique, bâtiment, électricité ou informatique, tous doivent choisir de s'initier à une formation spécifique. 22 centres de la deuxième chance sont répartis dans plusieurs villes marocaines. Ces centres bénéficient à plus de 2500 personnes et leur garantissent même d'obtenir un certificat de formation professionnelle reconnu par le gouvernement marocain, utile pour leur premier pas sur le marché du travail. Toujours au Maroc, et l'on parle emploi avec la fondation Attijari Wafa Bank qui a organisé à Casablanca une conférence axée sur la formation professionnelle qui s'ouvre aux métiers du futur. L'occasion d'échanger avec les opérateurs du secteur privé sur la question des métiers d'avenir. Le récit est de Myriam Hamlichi. La formation professionnelle est au cœur de cet événement. C'est l'occasion de discuter, échanger et débattre des actions qui vont permettre aux jeunes de demain de bénéficier d'une formation professionnelle efficace, un enseignement de haute qualité, objectif, s'adapter aux besoins du marché de demain. L'événement qui est organisé aujourd'hui par la Fondation Attijari Wafa Bank porte sur la thématique de la formation professionnelle ouverte sur les métiers de demain. Donc c'est une opportunité d'échange avec le secteur privé sur la question des métiers d'avenir, mais aussi une opportunité pour présenter la nouvelle feuille de route pour le développement du secteur de la formation professionnelle et principalement et spécialement le programme des cités des métiers et des compétences. Au Gabon, la rentrée judiciaire des cours et tribunaux a été effective lundi dernier en présence du président de la République Ali Bongo Ondimba en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Occasion pour le président du Conseil d'État d'interpeller le gouvernement sur l'ouverture d'un dialogue social avec le corps judiciaire. Ahmad Evakabeni. Dans la salle d'audience du parquet de la République, un nouveau magistrat installé au siège pour cette nouvelle année judiciaire. Revêtu d'un caractère particulier en raison de la présence du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, la rentrée solennelle des cours et tribunaux a été l'occasion pour le premier président du Conseil d'État de faire un bilan de l'activité judiciaire écoulée, tant sur le plan structurel qu'au niveau de l'environnement juridique. Il y a lieu de signaler la mise en place effective des tribunaux administratifs dans les chefs-lieux de province qui en étaient encore dépourvus, c'est-à-dire Lambaréné, Mouila, Tchibanga, Makoko, Kulamutu et Oyem. Elle a permis la concrétisation d'un dispositif inscrit depuis longtemps dans les textes relatifs à l'organisation de l'asile. Dès ce mardi, les magistrats et greffiers de Libreville vont s'occuper des dossiers laissés en instance, notamment dans le domaine socio-politique. Retour en Côte d'Ivoire où deux projets de loi, l'un relatif à l'adoption, ont été adoptés par des députés ivoiriens. Sansan Kabilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a annoncé la mise en place d'une autorité centrale afin de faciliter les procédures d'adoption. Le point avec Thomas Eouma et Herman Dego. Adopté en Conseil des ministres le mercredi 26 juin dernier par le gouvernement ivoirien, le projet de loi relatif à l'adoption des enfants a été présenté aux membres de la Commission générale de l'Assemblée nationale en session ordinaire par Sansan Kabilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire. Cette loi, qui connaissait quelques insuffisances telles que la non-garantie de la fiabilité des informations données par les personnes qui adoptaient des enfants, a été votée à l'unanimité par l'ensemble des députés présents. Les personnes qui désirent adopter remplissent les conditions et ont un cadre de vie de nature à préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Et cette autorité va s'occuper à la fois aussi bien de l'adoption internationale que de l'adoption nationale. En fait, c'est l'une des grandes réformes que nous introduisions dans la loi sur l'adoption. Un mot d'économie à présent. CDG Invest, branche d'investissement du groupe Caisse de dépôt et de gestion, a lancé à Casablanca le programme 212 Founders, une initiative qui vise à attirer les entrepreneurs marocains et faire émerger des start-up de dimension mondiale à partir du royaume. Le récit de Souel Jalil. Développement et montée en gamme du tissu productif marocain. C'est l'objectif du programme 212 Founders. À travers un dispositif intégré d'accompagnement et de financement, l'initiative vise à exercer un impact structurant à la création et à la croissance des startups au Maroc. Dans un contexte où l'économie mondiale est entrée dans l'ère de l'hyper-innovation, le Maroc lui aussi ambitionne d'être une nation hautement entrepreneuriale. À cet effet, l'initiative qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de la nouvelle stratégie de la CDG se fixe comme objectif prioritaire la montée en gamme du tissu productif national. Il faut amener l'entrepreneuriat
dans les domaines de digital et de numérique à l'industrie. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette initiative qui vise à faire émerger des start-up à dimension mondiale à partir du Maroc. La campagne agricole 2019-2020 a également démarré au Maroc. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de l'Agriculture Aziz Akanouch, qui s'est arrêté sur les principales réalisations de la précédente campagne et sur les mesures prises pour garantir la réussite de l'actuelle. Ilham Birada pour les détails. C'est à Sidi Qassem que le coup d'envoi officiel de cette campagne a été donné. L'occasion pour le ministère d'annoncer des mesures incitatives prévues pour cette saison, des dispositions prises en faveur des agriculteurs et des investisseurs dans le secteur agricole. Cette année, 2,2 millions de quintaux de semences sont disponibles et sont fabriqués dans cette usine où l'on se trouve. Le marché sera approvisionné de 680 000 tonnes d'engrais. Le ministère poursuit la mise en œuvre du programme national de l'économie d'eau, d'irrigation à travers la programmation de l'équipement des exploitations en système de goutte à goutte sur 50 000 hectares supplémentaires, portant la superficie équipée à 635 000 hectares. La commercialisation de semences à des prix de vente subventionnés varie entre 175 et 345 dirhams le quintal. Les capacités de stockage seront renforcées à travers l'exploitation du nouveau centre de stockage de Berkane et la location d'entrepôts privés. Le circuit de commercialisation sera également renforcé. Des contrats seront établis avec des distributeurs privés pour passer de 350 à 500 points de vente. Cette semaine a également été marquée par les journées portes ouvertes de la DGSN au Maroc. La police cynotechnique a fait montre de son savoir. L'amour, la complicité entre les maîtres chiens et leurs compagnons de tous les jours ont attiré le regard des spectateurs. Regardez ce reportage signé Noa Bazir et Trice Boussiran. Entre les exercices de dressage, les attaques muselées ou encore la détection de drogue et d'explosifs, la police cynotechnique et leurs compagnons à quatre pattes ne reculent devant rien pour apporter une aide des plus précieuses dans n'importe quelle situation. Le chien de police est un animal qui est indispensable au sein du travail policier. Donc chez nous, au niveau de la DGSN, on tire profit des caractéristiques olfactives des chiens pour détecter un ensemble de produits. On tire profit également du lien affectif que ce chien va nouer avec son maître. À cette journée portes ouvertes de la DGSN, les visiteurs ont pu rencontrer les membres du groupe d'intervention rapide relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire. Un corps d'élite discret, hautement qualifié et polyvalent pour être à la pointe de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. On retrouve Noa Bazir et Trice Boussiran. Aux journées portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale, les visiteurs ont été curieux de découvrir le stand du groupe d'intervention rapide affilié au Bureau central d'investigation judiciaire. Cette unité spéciale est chargée de combattre les crimes et délits liés au grand banditisme, mais aussi à la contrebande d'armes, aux enlèvements et au terrorisme. En ce qui concerne le groupe d'intervention rapide, son effectif dépasse les 200 recrues. Cette unité comprend diverses spécialités parmi lesquelles des snipers, des groupes de descente en rappel et des groupes d'assaut avec brèche. Ces unités travaillent avec des équipements et des armes de pointe. En Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet de gestion intégrée de l'aire marine et côtière d'Abidjan à Asseni, le Centre ivoirien anti-pollution initie un atelier de formation sur le processus d'identification des zones marines d'importance écologique et biologique pour les experts nationaux. L'objectif est de leur permettre de disposer de données fiables pour une bonne gestion de ces zones. Je vous propose de suivre notre reportage. Préserver les écosystèmes et réduire les conflits d'usage. Voici l'objectif majeur de cet atelier. Durant 3 jours, des experts nationaux spécialisés dans les zones marines d'importance écologique et biologique sont réunis. Ils sont chargés de mettre en place un outil de planification spatiale de l'espace marin et côtier. Le projet bénéficie du soutien financier du ministère allemand de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Sûreté nucléaire et l'appui technique de la Convention d'Abidjan, ainsi que le centre d'expertise norvégien CRID à Rendal. Il s'agira dans un premier temps de pouvoir renforcer les capacités des États membres de la Convention d'Abidjan sur les outils de gestion intégrée des océans que sont le rapport sur l'état de l'environnement marin,
le processus d'identification des zones marines d'importance écologique et biologique, ainsi que la planification spatiale marine. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin sont les 3 pays africains bénéficiaires du projet pilote de gestion intégrée de l'aire marine et côtière. En cas de succès du projet dans la zone d'Abidjan à Assini, l'initiative pourra couvrir toute l'étendue du territoire maritime de la Côte d'Ivoire. Zoom à Rabat sur la première édition des Assises des industries culturelles et créatives qui se sont déroulées durant 2 jours sous le haut patronage du roi Mohamed VI. L'objectif est de développer, bien sûr, de nouvelles stratégies pour donner un nouveau souffle au secteur. Les détails avec ce récit d'Allah Benani. C'était l'événement tant attendu ce vendredi et samedi par les créateurs dans le domaine culturel et artistique. Les Assises des industries culturelles et créatives constituent un tournant dans ce secteur prolifique, d'où la nécessité d'adopter une vision stratégique constructive et participative globale afin d'encadrer le secteur. Dans un Maroc qui a connu ces dernières décennies l'émergence d'une profusion créative. Un événement pensé par le ministère de la Culture et la Fédération des industries culturelles de la CGEM. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vision qui concerne l'industrie culturelle. Cette dernière aura comme objectif d'enrichir et de développer le pays économiquement, socialement et territorialement parlant. La culture est importante, mais il est plus important de l'actualiser. Nous ouvrons la deuxième partie de cette émission avec Africa Tech, notre émission dédiée à la technologie. Le Sénégal, à l'instar d'autres nations, a adopté un plan numérique, c'était en 2016, dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ce plan s'inscrit dans une logique d'avènement d'un Sénégal numérique. Lors du forum libéral sur l'économie numérique qui s'est tenu à Dakar, il a été question de ce plan et défis qui restent à atteindre d'ici 2025. Oumbaye Ondir et Christian Roland Kamoni. Comment renforcer la transformation digitale au Sénégal et faire du pays un important pôle de la croissance numérique sur le continent? Pour parvenir à ces fins, les participants du forum ont dévoilé des plans d'action imminents. La ministre de l'économie numérique et des télécommunications a profité de l'occasion pour mettre un accent particulier sur la stratégie Sénégal numérique 2025 et les promesses du gouvernement pour rendre le secteur plus performant. Ce qu'il faut régler, c'est le problème de la viabilité des startups. Ce qu'il faut régler, c'est le financement. Ce qu'il faut régler, c'est aussi l'entrepreneuriat, mais surtout le partenariat stratégique dans des cadres bien déterminés. Ces start-upers doivent être financés. Je vous ai dit que l'année dernière, le président de la République avait fait une dotation à travers l'ADER d'1 milliard de francs CFA, ce qui n'était pas négligeable. Et cette année, l'enveloppe est portée à 3 milliards de francs CFA. C'est quand même beaucoup. Dans la stratégie d'amélioration du secteur numérique au Sénégal, l'e-gouvernement a une place de choix. C'est un paramètre essentiel pour harmoniser la transformation digitale du secteur public et privé. Le e-gouvernement, c'est la capacité du gouvernement à délivrer des services aux citoyens à travers le numérique. C'est une réalité forte au Sénégal et d'ailleurs, ce que nous faisons au niveau de Gaïndé 2000, c'est justement de permettre la digitalisation, la dématérialisation de toutes les formalités import-export de ce pays-là. Et cela, nous le faisons depuis 2002, donc c'est pour vous dire qu'on a une tradition de dématérialisation assez ancienne au Sénégal, même si ça touche à des secteurs professionnalisés et que dans le grand public, les secteurs, disons, tout ce qui concerne l'état civil, la santé, l'éducation, les initiatives sont un peu moins nombreuses. La sécurité informatique et la protection de données personnelles figuraient aussi au programme de ce rendez-vous technologique qui marque une étape importante dans le processus de la transition numérique opérée par le Sénégal. Dans Croissance verte, nous faisons focus sur le développement de l'énergie solaire au Sénégal. Ces 3 dernières années, 4 centrales ont été mises en service dans le pays. Notre équipe de reporters s'est rendue dans celle de Ten Merina, inaugurée il y a 9 mois. Puis elle s'est rendue dans les villages environnants pour voir en quoi elle avait changé le quotidien des habitants. Daouda Sow et Bachir Boudian. Centrale solaire de Ten Merina, nous y sommes accueillis par le chef de site et son équipe pour une visite motorisée des lieux.
Sur le site de 46 hectares, les panneaux solaires s'étendent à perte de vue. Le projet, inauguré en 2018, est né d'un partenariat entre l'État du Sénégal et les groupes français Merijam et Eiffage. On compte au total 92 160 panneaux d'une puissance de 320 watts chacun. La production dépend de l'irradiation, c'est-à-dire la température du soleil, de l'énergie renouvelable exclusivement revendue à la Société sénégalaise de l'électricité. Notre objectif, c'est de pouvoir vendre à la fin l'énergie qu'on produit à la Sénélec. Donc pour le faire, il faut être dans les mêmes conditions que le réseau. Donc nous, on a du courant continu que nous devons transformer en courant alternatif. Donc c'est le rôle joué par ces onduleurs-là. On transforme le courant continu qui nous provient des panneaux en courant alternatif et sous une tension de 30 kV avant de pouvoir l'envoyer sur le réseau. Un changement d'habitude ressenti par tous les êtres vivants. En Tanzanie, alors qu'ils étaient de véritables chasseurs de lions, certains guerriers Maasai se servent désormais de leurs connaissances pour aider à la préservation de ces fauves. Ils mettent tout en œuvre pour la protection de cet animal. Regardez. Le parc national du lac Manyara en Tanzanie, une réserve naturelle d'une superficie de 330 km², est un réel terrain de chasse au lion, une espèce en voie d'extinction. Une population en particulier, les Maasai, éleveurs semi-nomades d'Afrique de l'Est, pratiquent la chasse au lion pour protéger leurs troupeaux. Une pratique qui a entraîné une diminution drastique du nombre de félins. En raison d'une proximité croissante due à la cohabitation entre l'homme et les animaux du parc, les lions s'attaquent de plus en plus souvent au bétail, provoquant des représailles des populations locales. Je l'ai harponné, il s'est enfui et je l'ai laissé partir. C'est le seul lion qui a survécu. Je n'ai pas peur du tout. Chez les Maasai, la mise à mort d'un lion au cours d'un rite appelé Olamayo représente traditionnellement l'acte de bravoure ultime et confère gloire et prestige aux chasseurs. La raison pour laquelle les Maasai tuent des lions est le massacre de leurs vaches. Il y a quelques années seulement, Petro aurait marché dans les pas de son père. Mais pour lui, ce temps est révolu. Il fait désormais partie d'un mouvement qui protège les lions de la région. Le pourcentage de lions a diminué d'environ 40% au cours des 2 dernières décennies. Si le lion est une espèce vulnérable, c'est essentiellement à cause de la dégradation de son habitat. Mais dans les savanes, où les lions errent encore, le braconnage reste la deuxième menace la plus importante. Les conflits entre les hommes et les lions durent depuis des siècles en Afrique. Mais la différence aujourd'hui est qu'au-delà d'une simple lance, les gens peuvent se procurer les poisons et des armes à feu et cela signifie qu'ils peuvent tuer beaucoup plus d'animaux à la fois. En 2017, 15 attaques de lions en guise de représailles ont été enregistrées. Un nombre qui a considérablement diminué. L'année 2019 a connu 3 attaques de lions, et cela grâce au travail des ONG et des protecteurs de lions. Hier guerriers et tueurs de lions, aujourd'hui protecteurs de lions. Les Maasai sont aujourd'hui nombreux à se mobiliser en faveur de la sauvegarde des lions. D'ici 2035, la moitié de la population actuelle de lions aura disparu, et il n'en restera environ que 10 000 à l'état sauvage. Et on prend la direction de Tanger au Maroc où la torche photovoltaïque du Lighthouse a fait escale avant de reprendre la mer en route pour le Chili, sa destination finale qui doit accueillir la COP25 en décembre prochain. Rencontre avec le concepteur de cette torche qui voyage de COP en COP. L'objectif in fine de ce projet, c'est de réunir le maximum de citoyens. Donc ce symbole se veut être le symbole de la jeunesse et du développement durable et que n'importe quelle personne puisse se retrouver derrière ce symbole. À quoi ressemble cette torche écologique? Peut-on la montrer aux téléspectateurs? Peut-être faire une petite démonstration de son fonctionnement? Bien sûr, elle est présente. Donc, Mounir Jamaï, qui est l'ingénieur qui s'occupe du développement de la torche. Merci. Bonjour.
Donc il s'agit d'une torche qui est 100% biodégradable. Exactement, donc tous les ans on change de design pour justement essayer d'apporter cette nouveauté, mais par contre la totalité de cette torche est recyclée. Qui dit torche verte dit aussi déplacement vert. Cette torche va donc rallier Casablanca à la tête d'un convoi qui va se déplacer en voiture électrique exclusivement. Qui participe à ce rallye et quel est le programme ? Donc le rallye est assez familial, c'est pas un rallye à l'image des rallyes vitesse, donc c'est des particuliers qui participent à nos côtés, donc des personnes qui croient en l'avenir durable et donc qui nous accompagnent dans cette démarche. Donc on est arrivé ce matin au port de Tangéville et on a plusieurs étapes sur le Maroc, notamment l'université euroméditerranéenne de Fès, Rabat, Kenitra avec la fondation Hassan II pour arriver enfin à Casablanca, la dernière étape des voitures électriques. Et quel est le message que vous souhaitez transmettre justement à toutes ces étapes marocaines ? Toutes ces étapes marocaines, l'objectif c'est de réunir le maximum de jeunes parce que ce symbole, faut le répéter, c'est un symbole jeunesse, donc on représente la jeunesse durable et l'objectif c'est de rassembler toute cette jeunesse et pouvoir, pourquoi pas les sensibiliser parce qu'on n'est pas tous sensibilisés à la cause écologique et du coup pouvoir les mobiliser autour de ce symbole et qu'ils puissent se reconnaître facilement derrière ce symbole. C'est ici que nous refermons Afrique en mouvement de ce jour. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.